tout de suite, moi, je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que je vis un rêve. Ah Tu, oui? tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, je rêvais depuis très longtemps de t'interviewer, que tu viennes parmi nous. Et pour une raison bien simple, c'est que je ne connais rien et je ne comprends rien à ton univers. À l'univers de YouTube ou de À la beauté l'univers des ou... influenceurs, voilà, moi je comprends un peu plus, comme je te racontais rapidement, parce que j'ai des pré-ados, donc je commence à comprendre les influenceurs pour les garçons. Donc j'arrivais à transposer l'univers féminin, mais sinon, et je me suis dit, bah, tant qu'à comprendre quelque chose, autant t'inviter. Et ce rêve, je vous assure que c'est un rêve. Il y a des plateformes qui savent qu'à chaque fois qu'elles me proposaient quelque chose, je dis, non, je veux Angel Phoenix. Ça devenait la blague. Ah, c'est devenu la blague. Voilà, Le grâce running gag, à... c'est moi. Ok. C'est ma blague. Ok, très bien. Et grâce à Golden Network que j'ai envie de citer, si tu permets, Pas de qui a rendu problème. les choses possibles, qui nous a fait confiance, aujourd'hui, on se rencontre. Alors, en 2 mots, tu es la première, je crois, youtubeuse, influenceuse, je ne sais pas comment on appelle ça, féminine, en tout cas sur la cible des... Ouais, sur la cible lifestyle, beauté, puisqu'en fait, les deux plus grosses influenceuses sont Natou et Andy en termes d'abonnés, puisqu'elles font de l'humour, et en termes de vues sur tout cumulé sur la chaîne YouTube, ouais, c'est moi. Tu as quand même 3,4 millions, 3,450, attends, c'est quoi le chiffre, Ouais, ouais. 3,4 millions d'abonnés sur YouTube, 4,4 millions sur Instagram. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y en ait plus sur Instagram. Tu as fait jusqu'à maintenant 500 millions de vues. De vues, ouais. La prochaine fois, l'année prochaine, hein, quand tu reviendras, ça sera 1 milliard, j'en suis sûr. Peut-être, je sais pas, ouais. Et moi, j'ai plein de questions. D'abord, le succès qui incroyable qui t'est arrivé. Tu as commencé, je crois, en 2012, c'est ça? J'avais Toi 16 ans, ouais, quand Tu avais j'ai 16 commencé. ans. Première vidéo, salut les filles, quelque chose comme ça? Ouais, ouais, en fait, j'ai commencé les vidéos à 16 ans parce que j'avais absolument pas d'amis au lycée, et comme quelqu'un irait faire de la danse classique en hobby, moi j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube pour me faire des copines. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et j'ai eu mon bac, et puis après le bac, je me suis dit, est-ce que je continue à faire des études ou pas? J'ai essayé 3 semaines et puis ça m'a saoulée, donc j'ai décidé de me lancer à fond sur YouTube. Mes parents m'ont laissé 1 an pour réussir, et au bout d'1 an, si j'avais pas réussi, je retournais à la fac. Et j'ai eu de la chance, ça a fonctionné, donc je n'ai jamais repris mes études. Donc en 1 an, tu es arrivé à quelque chose, ça veut dire quoi en termes de followers? Au bout d'1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'1 an, j'avais atteint plus de 100 000 abonnés sur YouTube, ce qui à ce moment-là était quand même assez colossal. Maintenant, le minimum pour être un peu crédible, c'est d'avoir 1 million d'abonnés. Avant, 100 000, c'était déjà énorme. Tout à fait. Et puis en fait, je partais du principe que si j'arrivais à me payer un loyer avec ce que je gagnais sur YouTube, j'avais pas besoin finalement de trouver autre chose à côté. Est-ce que quelque chose te prédestinait à ça? Des talents, des goûts, des matières que tu aimais? Pas du tout. En plus, la beauté, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'inspirait pas à la base. C'est juste que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, le sujet féminin de prédilection, c'était le maquillage et la beauté. Donc, comme j'étais jeune, je me sentais pas capable de faire autre chose, et je me disais, si je suis une fille sur YouTube, il faut que je fasse de la beauté et du make-up. Bon, maintenant, ça fait 7 ans, donc mon contenu n'est plus exclusivement axé là-dessus, parce qu'en grandissant, je me suis rendu compte que je n'étais pas réduite qu'à ça. On en parlera un petit peu. Voilà, mais voilà, c'est pas du tout. Moi, la beauté, c'était pas du tout mon truc. J'étais en filière littéraire, je voulais pas du tout faire ça. Et depuis lors, quelles ont été les étapes clés? Parce que passer de 100 000 à 3,4 millions et 4,4 millions sur Instagram, il y a un gap. Toi, si tu as des étapes qui, tu penses, voilà, si moi je rêve d'avoir 4 millions de youtubeurs, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas vraiment. En fait, à chaque fois qu'on me pose des questions sur comment c'est venu, pourquoi toi plutôt qu'une autre, il n'y a pas vraiment d'explication logique. En fait, j'ai toujours essayé d'avoir une ligne de conduite et puis de rester moi-même un maximum. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment être la copine, quoi, la grande sœur, pas essayer de me prendre pour quelqu'un que j'étais pas. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, personne ne faisait ça sur YouTube. Donc il y avait de la place beaucoup plus que maintenant. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné. Il n'y a pas de palier particulier, ça a monté comme ça. Il y a quand même, moi je trouve, en tant que j'ai regardé du coup un peu plus attentivement certaines valeurs d'authenticité. Par exemple, au début de tes interviews, tu n'es pas maquillée, enfin j'en ai vu quelques-unes. Ah, de mes vidéos? Ouais, Oui, non, par je suis pas exemple. maquillée. Ouais, ouais. Et enfin, je sais pas, comment tu as pensé tes vidéos? Est-ce que tu as évolué dans ta façon de les penser?
Bah non, en fait, moi je fais de l'autoproduction, c'est-à-dire que quand je filme mes vidéos, j'ai personne, j'ai pas d'équipe avec moi, j'ai pas un caméraman, j'ai pas un monteur, j'ai pas de prise de son. Enfin, je pose ma caméra, je pose mes lumières, j'allume la caméra et je filme. Et je fais ça depuis 7 ans. Donc c'est vraiment du homemade 100%. Déjà l'avantage, ben, c'est que ça me coûte zéro en termes de production. Et puis ensuite, ça me permet d'avoir un contrôle total du début à la fin. Puisque c'est moi qui prends la vidéo, c'est moi qui prends le son, c'est moi qui fais le montage, je décide de tout en fait. Je pense Mais que tu c'est écris ça. avant ou Non, non, comment ça arrive? non, non, j'écris pas avant. J'ai un sujet de vidéo, je sais de quoi je vais parler, et puis après, voilà, ça coule. Je sais pas, je peux avoir 40 minutes de vidéo, et puis après, en montage, ça donne une vidéo de 10 minutes, mais ouais, non, j'écris rien. Je préfère la spontanéité, je trouve que ça marche mieux. D'accord. Alors, maintenant tu es célèbre, en tout cas auprès Oui. d'une certaine cible. Moi j'ai vu des vidéos assez impressionnantes. Tu as une nuée de jeunes filles, jeunes femmes. Nous on craignait qu'il y en ait, on avait Oh non. prévu. C'était un peu notre fantasme. Ah, Qui est ça, notre risque fantasme au sens où on a d'accord. une crainte, c'était notre crainte. Euh, comment tu vis ça? Comment est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est porteur? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une fatigue? Enfin, Ben, c'est comme tout, hein, ça a des pour et des contre. Forcément, quand on s'expose sur Internet, au début, on pense pas vraiment qu'on va toucher un nombre de gens incalculable. Et puis au début, c'est que des chiffres jusqu'au jour où on te reconnaît dans la rue et on te demande de faire une photo. Moi, j'avais 17 ans, je sortais du lycée, c'était un peu étrange. Et puis après, on s'habitue et puis j'ai continué. Moi, ça me paraissait sympa. Et puis après, ça a des dérives. Tant que ça restait sur Internet, ça allait. Et le jour où j'ai commencé à faire de la télé, là, c'est devenu un petit peu plus poussé parce que j'ai fait Danse avec les stars en 2015, 15, quelque chose comme ça, je sais plus. Et là, forcément, ça touchait un autre public, donc c'était plus seulement les ados qui me reconnaissaient, c'était les parents, puis des fois des mamies qui me disaient «Ah, je vous ai vu dans Danse avec les stars, vous étiez mignonne». Voilà. Euh, donc ouais, c'est pas facile à gérer. Il y a des pour et des contre. L'avantage, c'est que je peux pas être mécontente. C'est ces gens-là qui me font vivre. Et puis, ce qui est un peu moins cool, c'est quand on me suit jusque chez moi, qu'on tape à ma porte. Ça, c'est moins cool. Mais bon, ouais, c'est j'imagine. le jeu. Il y a une cause que tu portes et dont tu as été victime, c'est le harcèlement. Ouais. Il y a eu plein de péripéties sur cette journée parce que du fait de ta célébrité, ta popularité, le nombre de personnes qui te suivent, tu aides les pouvoirs publics et notamment tu es en connexion avec le ministre de Mhm. l'Éducation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Le harcèlement, pourquoi ça t'a concerné? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment? Comment aussi ça a joué aussi sur ce que tu fais en vidéo ou pas? Mais alors aujourd'hui, donc le 8 novembre, c'est la Hmm. journée nationale contre le harcèlement. C'est une journée qui n'existait pas quand moi j'étais harcelée au lycée. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, parce qu'à 16 ans, j'étais en seconde. Et ouais, je me faisais harceler au lycée, des trucs vraiment pas très cool, vraiment pas très sympa. Et puis à l'époque, on savait pas vraiment que c'était du harcèlement. Enfin, c'était pas un mot qu'on posait sur des actes. Moi, quand je me faisais insulter, enfin, des trucs vraiment pas cool, les gens disaient oh bah oui, mais enfin, c'est des brimades d'ados, c'est des moqueries d'ados, ça va passer, on est tous passés par là. Mais en fait, non. Déjà, d'une, on n'est pas tous passés par là. Et de deux, c'est pas simplement des brimades, c'est vraiment du harcèlement. Quand, de toute façon, quand c'est un acte à répétition, ça reste du harcèlement. Donc, quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube et que j'en ai parlé dans une vidéo, j'ai reçu des centaines de milliers de messages de gens qui me disaient ah mais moi aussi je vis ça à l'école et je savais pas que c'était du harcèlement. Moi aussi je vais en parler à mes parents. Moi aussi je veux changer les choses. Et c'est seulement en parlant de ça dans mes vidéos que j'ai été contactée par le ministère de l'Éducation pour en parler et que c'est vraiment devenu quelque chose. Et depuis 3 ans, je crois, au début je travaillais beaucoup avec Najat Vallaud-Belkacem et elle a créé cette journée contre le harcèlement qui est donc aujourd'hui, le 8 novembre. Et alors, comment est-ce qu'on peut lutter en deux mots? Qu'est-ce que Il y toi a tu l'as connu? plein de solutions, il y a beaucoup de vidéos de sensibilisation qui ont été faites. La première chose, je dirais, c'est d'en parler autour de soi, que tout le monde soit sensibilisé, tant les parents que les profs, que les ados, parce qu'on est tous, en fait, finalement, on peut tous être à la fois harcelés et à la fois harceleurs. Hein. C'est pas parce qu'on insulte une fois quelqu'un et on se dit ah, c'est pas grave, ça va passer, que ça va passer. Ça passe pas. Donc il faut toujours faire attention à la portée des mots qu'on a et on ne se rend pas forcément toujours compte des répercussions que ça peut avoir. Donc la meilleure solution, c'est d'en parler et puis d'être sensibilisé. Il y a un taux de suicide assez incroyable en France et dans le monde entier à cause du harcèlement et tout le monde ferme les yeux et c'est très triste. Je me rappelle notamment de ce clip d'Indochine qui avait pas du tout passé auprès du CSA il y a quelques années sur le harcèlement scolaire parce que ça saoule un peu tout le monde, quoi. Personne ne veut savoir ce qui se passe. Ouais, quand on est parent, on est quand même concerné d'une manière ou d'une autre, on se rend compte. Euh, alors, moi, il y a un sujet, l'une des raisons pour lesquelles tu es ici, c'est important de connaître ton univers, de connaître un peu, c'est
c'est comment les marques peuvent travailler avec toi. Et d'abord, avant regarder le côté publicitaire, marketing, marque, c'est comprendre tes contenus. Aujourd'hui, tes contenus, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un bon contenu? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Mes contenus sur YouTube, c'est assez large. J'ai 3 chaînes YouTube. Donc une chaîne qui est axée sur le lifestyle, la mode, la beauté, vraiment des contenus très féminins et voilà. Une chaîne de vlog qui, elle, s'adresse plus à tout ce qui est voyage, expérience de vie. Enfin voilà, vraiment, je vous emmène dans mon quotidien et surtout en voyage. Et une chaîne de cooking qui, elle, est exclusivement réservée à tout ce qui est recettes, etc. Voilà. Et c'est quoi pour toi une vidéo dont tu es contente? C'est le nombre d'interactions, de suiveurs, C'est un mélange de tout. En termes de contenu, qu'est-ce que tu sens qui va marcher? De quoi es-tu fier? En fait, tous les contenus qui sont un petit peu immersifs, tous les contenus en fait qui parlent un peu de la vie privée, les gens ont cette espèce de côté un peu voyeur, malheureusement, qui font que toutes les vidéos qui sont chez moi ou qui rentrent un peu dans mon intimité fonctionnent forcément plus que des vidéos très léchées, très bateau. En fait, voilà, ça fonctionne un peu moins bien. Après, c'est pas pour autant qu'il faut donner aux gens toujours tout ce qu'ils veulent. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et c'est quoi ta fréquence de publication? Je publie une vidéo par semaine sur ma chaîne principale et 2 à 3 vlogs par semaine sur ma chaîne de vlog. Donc ça fait 4 à 5 vidéos par semaine. C'est quand même un gros travail. Mm. On a des marques parmi nous. Moi, je suis un CMO, je suis un directeur marketing d'une marque. Comment est-ce que je peux travailler avec toi? C'est quoi les clés? Comment est-ce que toi, tu travailles avec les marques? Est-ce que là-dessus, on peut passer un peu de temps pour comprendre? En fait, ça fait quelques années maintenant que YouTube ça attire beaucoup de marques, puisqu'ils se rendent bien compte que l'engagement sous les vidéos des YouTubeurs est quand même assez phénoménal, et surtout le taux de transformation est quand même assez intéressant. Est-ce que toi, tu as une idée des taux de transformation? On ne les sait pas toujours, hein, ça dépend des marques avec lesquelles on travaille. Mais certaines acceptent de partager ça avec toi Pas toujours, mais peu importe. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Concrètement, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Ça m'intéresse dans le cas où je touche un pourcentage sur les ventes. Quand c'est pas le cas, peu m'importe. Mais c'est puissant. Mais bien sûr que c'est puissant, parce que si c'était pas puissant, personne ne contacterait les youtubeurs pour savoir ce qui s'y passe. Donc les marques me contactent soit par mail, soit en passant par des agences, soit en passant par des connaissances. Et ensuite, il y a tout un travail de qu'est-ce que veut la marque, qu'est-ce que moi je suis d'accord de faire. En 7 ans sur YouTube, ma contrainte, ça a toujours été de parler uniquement de produits ou de projets ou de marques qui me correspondent et en lesquelles je crois. Et je voulais pas faire ça autrement, quoi. Donc par défaut, en fait, j'accepte aucun partenariat d'une marque qui va pas me plaire. Genre quand je reçois des mails de de sextoy ou quoi, clairement, ça va dans la poubelle directe. Mais voilà. Mais alors, des exemples de marques avec qui tu aimes travailler et comment tu travailles est-ce que c'est des one-shot dans la durée? Il y a 2 types de partenariats. Il y a les partenariats one-shot qui sont soit des posts Instagram, soit des stories, soit une vidéo comme ça, ça dépend. Voilà, soit un petit placement de produit de temps en temps. Et ensuite, il y a les plus gros partenariats où il y a une vraie relation de confiance avec la marque. Grâce à Golden Network, j'ai fait il y a 2 ans, j'ai fait un show sur la chaîne YouTube de Maybelline. On a créé une émission qui s'appelle Tape à du gloss qui a duré 3 ans, dans laquelle on faisait une vidéo par semaine. On accueillait des youtubeuses et des youtubeurs français et on faisait qu'une émission sur les produits Maybelline. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu beaucoup de choses. J'ai écrit 2 livres, j'ai fait Le meilleur pâtissier, ça m'a permis de sortir un livre. Là, aujourd'hui, je sors 3 bougies en collaboration avec une marque que j'adore. J'ai créé mon rouge à lèvres avec une marque de cosmétiques qui s'appelle MAC Cosmétiques, qui est très connue. Donc en fait, il y a plusieurs formes. Il y a vraiment de tout, en fait. Tu peux presque co-créer des produits avec des marques. J'ai déjà co-créé plusieurs produits avec des marques et ça se présente sous plein de formes. Tous les partenariats sont différents, en fait. Tu peux donner des exemples ou là, j'ai envie de donner quelques-uns quand même. D'autres? Moi, je suis très curieux. Là, je vois pas. T'as des idées? Moi, j'ai plus. Bon, si tu les as pas en tête, c'est pas grave. Ça fait déjà beaucoup. Mais est-ce qu'en dehors du monde d'univers beauté, est-ce que tu travailles avec des marques en dehors de cet univers? Moi, je sais pas, je suis un opérateur télécom. Par exemple, par exemple, quand je fais des voyages, je paye pas les hôtels généralement. Je travaille avec les hôtels qui me proposent en fait de partir dans leurs hôtels pendant une semaine, all inclusive, moyennant tant de posts Instagram par jour, tant de vlogs, tant de vidéos, etc.
Non, parce que je voudrais prolonger 2-3 minutes. Voilà, je vais vivre mon rêve jusqu'au bout. Voilà. Non, alors, qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche pas bien? Quels sont tes conseils? Comment une marque s'y prend mal? Enfin, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour une marque? De ce que tu as vu, parce que forcément... Il y a beaucoup de manières dont les marques les marques s'y prennent mal quand elles se trompent de nom dans le mail, quand elles m'envoient un mail et qu'elles veulent parler à une autre youtubeuse. Ça, c'est toujours très gênant. Oui, ça arrive très souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les marques qui nous font des briefs où on doit dire tous les mots à la lettre, ça c'est très pénible. Genre bonjour, alors en fait on voudrait une vidéo et dans cette vidéo il faut que vous disiez ça, et puis comme ça, surtout pas comme ça. Puis on veut valider la vidéo avant, sinon on la sort pas. Et puis non, on négocie pas les budgets parce que vous comprenez, on n'a pas de budget, mais on veut quand même faire une vidéo qui fera potentiellement plus d'1 million de vues. Voilà, si vous voulez travailler avec des youtubeurs ou avec des influenceurs, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement pour nous, ça coûte de l'argent. Parce qu'on sait très bien qu'on est un panneau publicitaire pour certains. On sait quel est le taux de transformation. J'adore ce petit bruit de... Oui, qui nous rappelle qu'on a dépassé notre temps. Et voilà, on connaît nos taux de transformation. On sait qu'on rapporte de l'argent aux marques et donc on connaît notre valeur aussi. Donc voilà. Tes projets, ce que tu fais en dehors de peut-être YouTube, Instagram, je sais que notamment tu as un site voilà, forcément, on sait tous en tant que youtubeurs que YouTube ne va pas durer indéfiniment et je pense que ça nous fait tous un petit peu flipper. C'est la raison pour laquelle il y a 6 mois, j'ai décidé de me diversifier et d'ouvrir une boutique en ligne de décoration made in France, complètement made in France. De petits artisans parce que c'est un projet qui me tenait à cœur et puis de se dire qu'on a quelque chose à côté qui pourra toujours qu'on pourra toujours garder sous le coude au cas où un jour YouTube ne fonctionne plus. Donc je sais que par exemple Natou travaille avec une marque de bijoux, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui créent tout ce qui est merchandising, marque de vêtements, peu importe, juste pour se dire qu'il y a quelque chose à côté quand même. Et si tu te projettes, si toi aussi tu nous dis tes rêves professionnels, vers quoi tu voudrais aller moi, j'ai quand même la sensation qu'à 23 ans, j'ai déjà vécu tout ce que j'avais à vivre professionnellement parlant. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas le cinéma parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se reconvertissent dans le cinéma. Tout à l'heure, on avait Emmanuel Chin qui a fait un film Tamara où il y avait un youtubeur qui avait joué. Vu quand même, vous êtes bankable, est-ce qu'il n'y a pas, toi et les autres? Je sais pas, moi je suis pas actrice et j'estime que si un jour je dois faire du cinéma, c'est parce que je l'aurais mérité, parce que j'aurais pris des cours et parce que voilà, il y a vraiment quelque chose. Je veux pas faire des projets pour faire des projets. Je préfère laisser la place aux vrais comédiens qui galèrent déjà suffisamment pour jouer dans des films. Voilà, chacun a sa place. Merci beaucoup. De rien. Marie. Avec plaisir. Marie Lopez alias Enjoy Phoenix. Très sincère, comme dans tes vidéos, je te remercie.